Bienvenue sur Télé Djibouti, il est 22h, c'est l'heure de vous informer sur l'actualité. Voici tout de suite la une de ce soir. Visite d'une délégation parlementaire conduite par le président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ali Hammad, au complexe Al-Rahma de Balbala. La délégation de parlementaires a pu parcourir en long et en large le complexe pour découvrir son fonctionnement. Et au Yémen, un cessez-le-feu doit entrer en vigueur à minuit avant l'ouverture des pourparlers de paix sous l'égide de l'ONU demain en Suisse. Mais avant de développer ces titres, nous entamons ce bulletin de l'information par ce message du président de la République, Ismaël Omar Guelleh, qui a adressé à la foulée de l'adoption de l'accord international sur la lutte contre le réchauffement climatique intervenu hier à Paris ses vifs remerciements à son homologue français, François Hollande, pour les facilités mises à la disposition de l'humanité dans le cadre de la COP 21 et en disposé à la réalisation d'un consensus sur cette problématique planétaire. Effectivement, donc dans ce message, le chef de l'État djiboutien a également félicité le président Hollande pour ses efforts personnels ou pour l'efficacité de la diplomatie française qui a permis d'aboutir à un consensus autour d'un texte juste, durable, équilibré, différencié et contraignant, où tous les États ont fait des compromis. Le président Guelleh a clos son message en affirmant que son pays s'attellera à mettre en œuvre cet accord dès sa signature au siège des Nations Unies. L'actualité de ce 22h, c'est d'abord cette visite d'une délégation parlementaire conduite par le président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ali Hammad, au complexe Al-Rahma. Une visite qui n'est pas passée inaperçue ce matin à l'hôpital Al-Rahma. Mohamed Ali Hammad, le président de l'Assemblée nationale, accompagné d'une forte délégation composée d'une trentaine de députés, a en effet donc visité le complexe Al-Rahma à Balbala. Et il faut savoir que le complexe médical Al-Rahma est une plateforme médicale remarquable. En 2014, il a été enregistré 41 000 journées d'hospitalisation, 79 000 consultations et actes externes et pratiqué près de 3 975 opérations chirurgicales. L'établissement a été inauguré le 26 juillet 2007, on le rappelle, par le chef de l'État. Et au cours de la visite, la délégation parlementaire a pu parcourir en long et en large le complexe pour découvrir son fonctionnement, guidé par le directeur général du complexe Al-Rahma, Abdulghani Al-Ghourechi, et le conseiller aux affaires spéciales, Ali Hamdan Abdou. Ils n'ont toutefois pas pu accéder à tout l'appareillage moderne, la santé n'attendant pas. Chaque chambre, chaque appareil et chaque salle était occupée par des patients venus consulter ou hospitaliser. Des patients rencontrés dans le couloir ont manifesté leur satisfaction d'avoir ce centre de qualité dans la commune de Balbala. Et au fil des années, donc, des services spécialisés comme l'imagerie médicale, la chirurgie dentaire, la kinésithérapie, l'ophtalmologie ou l'urologie, la gynécologie, la dermatologie ou pédiatrie, orthopédie ou bien encore la traumatologie ont été créés et des nouveaux équipements acquis. L'hôpital possède à présent 80 lits et 4 salles d'opération dans une dédié aux césariennes. Mais c'est loin d'être tout. Le complexe Al-Rahma, c'est aussi un orphelinat. 380 jeunes y sont accueillis à plein temps, auxquels sont dispensés en interne un enseignement adapté au niveau et à l'âge de chacun des enfants, allant de la petite section au lycée. Un lycée technique dont l'inscription est gratuite est ouverte à 300 élèves par an. On y enseigne la menuiserie, l'électricité, la plomberie, la couture et les techniques froid. Donc on retiendra cette allocution accordée à la presse. Le directeur régional du comité du secours africain de l'État du Koweït a souligné l'importance que revêt cette visite qui est la première du genre du président de l'Assemblée nationale et des parlementaires. Il a salué le soutien indéfectible du président de la République, Ismaël Omar Guelleh, qui œuvre pour renforcer les actions humanitaires. وجزاه الله خير على هذا العمل. فنشكر ايضا الحكومه الجيبوتيه كل الوزراء تقريبا ساعدونا في اعمالنا. فاقول هذا ثمره. Et à la fin de la visite, le président du Parlement a tenu à féliciter chaleureusement le directeur général d'Al-Rahma, Abdulghani Al-Ghourechi, pour la qualité des soins ainsi que l'assistance et l'accompagnement des personnes les plus démunies. Je tiens donc à informer donc les usagers de ce centre qu'ils ont à leur disposition un centre qui est à son niveau,
qui répondent aux besoins donc médical, aux besoins donc dans le domaine de la maladie, qui répond effectivement donc dans le besoin donc au niveau médical. Et ces centres aujourd'hui, et c'est une fierté pour nous tout d'abord donc d'avoir un tel centre donc dans la République de Djibouti. Et je tiens aussi à exhorter les Djiboutiens donc qui ont des centres de santé, qui sont les utilisateurs, les usagers des centres de santé publics et privés, donc de prendre l'exemple de ce centre. Et je tiens aussi à saluer donc l'initiative qui a été récemment initiée par le ministre de la Santé. Et cette initiative consiste à parrainer les différents centres de santé dans le pays par des élus, par les parlementaires. Donc c'est une fierté aujourd'hui pour nous et nous saluons donc le directeur de ce centre, M. Abdou Al-Ghani, qui nous a ouvert les portes depuis ce matin jusqu'à maintenant, et nous l'encourageons donc à persévérer dans ce domaine, à élargir ses compétences dans les régions de l'intérieur et dans l'arrière-pays aussi. Et également dans l'actualité, la réunion de revue annuelle entre le gouvernement et le bureau du programme des Nations Unies pour le développement, le PNUD, s'est tenue aujourd'hui à la salle de conférence du ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale, présidée conjointement par le ministre délégué auprès du ministère des Affaires étrangères chargé de la coopération internationale, Ahmed Ali Silla, et la représentante du PNUD, Valérie Cliff, des Nations Unies, pardon. La réunion a vu la participation des secrétaires généraux des différents départements ministériels, les directeurs de projets et responsables des unités de gestion. On voit l'objectif de cette réunion avec ce commentaire de Hamza Mohamed. L'objectif de cette réunion est de faire un bilan des activités, de résultats atteints et de ressources disponibles. Ainsi, il s'agissait d'examiner en profondeur la mise en œuvre des projets identifiés par composantes et les progrès réalisés vers l'atteinte de résultats du programme pays du PNUD. Aussi, cet exercice de revue est l'occasion de discuter et d'échanger sur les contraintes rencontrées, les enjeux et défis ainsi que les opportunités, les risques et perspectives pour le prochain cycle. Dans un mot d'introduction, la représentante résident du PNUD, coordonnatrice résident des activités opérationnelles du système des Nations Unies, Madame Valérie Cliff, s'est dite fière de prendre part à cette revue annuelle 2015. Elle a précisé que cette réunion est le couronnement d'une année d'intenses activités autour du cadre de coopération gouvernement-PNUD. Analysera la mise en œuvre de 3 piliers des domaines de coopération djiboutien et PNUD, à savoir croissance inclusive et réduction de la pauvreté, environnement et changement climatique, et gouvernance démocratique et état de droit. Je me permets de rappeler que la présente revue intervient à mi-parcours de la mise en œuvre du programme P et de son plan d'action 2013 à 2017. De ce fait, les échanges et la concertation de cette journée va capitaliser les conclusions pertinentes et leçons tirées de l'évaluation indépendante à mi-parcours approfondie du programme P qui vient de se terminer bientôt. Cette évaluation a permis de juger la pertinence des interventions, de nos interventions, et de faire des recommandations sur la stratégie et les opérations pour la période restante. Et sans transition sur ce sujet, en prenant la parole, le ministre délégué auprès du ministère des Affaires étrangères chargé de la coopération internationale, Ahmed Ali Silla, s'est réjoui de la tenue de cette réunion de revue annuelle entre le gouvernement et le bureau du PNUD à Djibouti. Il a rappelé que la coopération entre Djibouti et le PNUD ne date pas d'hier et qu'au fil des années, il ne cesse de se renforcer avec un partenariat solide au service du développement économique et social de notre pays. Je vous propose de suivre. Il est important de rappeler que le plan d'action du programme pays du PNUD est le fruit d'un processus interactif qui a regroupé l'ensemble des acteurs au développement à Djibouti, ainsi que les points focaux nationaux des ministères sectoriels en étroite collaboration avec l'agence gouvernementale
de coordination qu'est le ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Ce document constitue une référence dans la mise en œuvre conjointe des progrès et programmes sectoriels appuyés par le bureau du PNUD. Il est le fruit d'une volonté conjointe du gouvernement djiboutien et du PNUD d'atteindre les objectifs de développement socio-économique basés sur les priorités nationales et les objectifs de développement durable. À l'issue de cette rencontre, les départements sectoriels et le programme des Nations Unies pour le développement tireront les leçons des activités de renforcement des compétences et de développement des capacités des partenaires de réalisation pour une plus grande appropriation du processus par la partie nationale. Mesdames et messieurs, je tiens à remercier le PNUD présent à Djibouti pour leur assistance et participation à l'action du gouvernement djiboutien dont l'objectif est d'assurer un bien-être social et économique afin de faire disparaître la pauvreté extrême dans l'ensemble du territoire national. Et ce communiqué du ministère des Affaires étrangères qui informe, je cite, que suite à sa rencontre avec le chargé d'affaires de l'ambassade du Royaume d'Arabie Saoudite aujourd'hui, le ministre des Affaires étrangères de la coopération internationale, Mohamed Ali Youssouf, porte à la connaissance des commerçants djiboutiens et autres hommes et femmes d'affaires que le Royaume d'Arabie Saoudite a mis en place un mécanisme pour faciliter l'octroi des visas commerciaux dans les 24 heures. Ces derniers doivent présenter à l'ambassade l'invitation de leurs partenaires commerciaux saoudiens afin d'obtenir le visa dans les 24 heures. Le ministre saisit cette occasion pour remercier le serviteur des deux lieux saints, son gouvernement et l'ambassade du Royaume d'Arabie Saoudite à Djibouti pour ce geste. Et dans le reste de l'actualité, le ministre de l'économie et des finances, chargé de l'industrie, Ilyas Moussa Douale, a reçu ce matin dans son cabinet les partenaires publics et privés pour le projet de mise en place du cadre légal et institutionnel des partenaires techniques et financiers. Et cette réunion donc s'est déroulée en présence, outre du ministre de l'économie, le ministre de l'équipement et des transports, Moussa Ahmad, la représentante de la Banque mondiale ici à Djibouti, Ouma Zahra Fatoui, ainsi que le représentant de l'Agence française de développement. Le ministre de l'économie et des finances en charge de l'industrie a sollicité l'appui de la Banque mondiale et de l'Agence française de développement pour la mise en place du cadre général des partenariats publics et privés, et ce afin de mener à bien des projets d'infrastructure et d'assurer ainsi des missions de services publics et plus largement d'innover dans le contexte des efforts entrepris pour relancer l'économie. Ce soir, c'est une cérémonie de réception officielle d'un don de 25 véhicules et d'effets militaires, 3000 uniformes, 1000 paires de Rangers, 1000 sacs à dos de la part du Royaume d'Arabie Saoudite au profit de la garde-côte djiboutienne. Cérémonie donc placée sous le haut patronage du ministre de l'équipement et des transports, Moussa Ahmad. Elle a également réuni sur place le commandant de la garde-côte djiboutienne, le colonel Waïs Omar Bokourri, le chef de la sécurité nationale, Hassan Saïd, le chargé d'affaires de l'ambassade de l'Arabie Saoudite, Hassan Ben Mohamed Al-Ahmadi, ainsi que le colonel Khalid Ben Abdelaziz Al-Nasser de la garde frontière saoudienne. Et l'Institut de la garde-côte djiboutienne, né de la vision du président de la République Ismaël Omar Guelleh, est une force dissuasive capable de sécuriser l'ensemble du domaine maritime djiboutien et faire face à toute menace qui viserait les activités portuaires essentielles à l'économie nationale. Le Royaume d'Arabie Saoudite a entrepris de participer aux efforts de la République de Djibouti visant à renforcer la sécurité et la sûreté maritime du détroit de Bab el-Mandab et du golfe d'Aden en général. Comme en témoignent les 5 patrouilleurs d'interception rapide déjà octroyés en août 2015, qui constituent une flotte réactive qui répond au besoin de toujours avoir une longueur d'avance sur les agissements des criminels qui opèrent en mer. Le soutien du Royaume d'Arabie Saoudite s'associe à ceux de nos partenaires américains, japonais, européens et chinois. C'est aussi matérialisé à travers des formations que des officiers, sous-officiers et agents pilotes et mécaniciens de la garde-côte djiboutienne ont effectué à l'Académie navale Mohammed Ben Naïf située à Jeddah afin de pouvoir exploiter pleinement les avantages offerts
par les patrouilleurs. Et le commandant des gardes-côtes, le colonel Waes Omar Bakare, a dans son intervention rappelé l'excellence de relations entre les deux pays. Il a adressé sa gratitude et sa reconnaissance à Sa Majesté Salman Ben Abdelaziz Al Saoud, gardien des deux lieux saints, pour son soutien et sa foi en cette institution qui ont permis de concrétiser ce projet. Et le colonel a également salué l'engagement de son Altesse Mohammed Ben Nayef Ben Abdelaziz Al Saoud, qui a œuvré sans relâche au rapprochement et à la construction d'une relation fructueuse entre les deux institutions. Fin de citation. Ensuite, ce fut l'heure de la remise de ce don important composé de 25 véhicules et d'effets militaires, 3000 uniformes, 1000 paires Rangers, 1000 sacs à dos de la part du Royaume d'Arabie Saoudite au profit de la garde-côte djiboutienne. L'Arabie Saoudite est un partenaire donc incontournable dans la formation des personnels compétents et qualifiés. Mais avant cela, on écoute l'intervention du ministre de l'Équipement et des Transports, Moussa Ahmed Hassan. Le Royaume d'Arabie Saoudite a entrepris de participer aux efforts de la République de Djibouti visant à renforcer la sécurité et la sûreté maritime du détroit de Bab el-Mandeb et du golfe d'Aden en général. Comme en témoignent les 5 patrouilleurs d'interception rapide déjà octroyés en août 2015, qui constituent aujourd'hui une flotte réactive qui répond aux besoins de toujours avoir une longueur d'avance sur les agissements des criminels qui opèrent en mer. Le soutien du Royaume d'Arabie Saoudite, qui rejoint le soutien de nos autres partenaires américains, japonais, européens et chinois, s'est aussi matérialisé à travers des formations que des officiers, sous-officiers, pilotes et mécaniciens de la garde-côte djiboutienne ont effectuées à l'Académie navale Mohammed Ben Naïf située à Jeddah, afin de pouvoir exploiter pleinement les avantages offerts par les nouveaux patrouilleurs. Cette coopération dans le domaine de la formation pose les jalons d'un partenariat stratégique à long terme afin de former des personnels compétents et qualifiés dont a besoin la garde-côte djiboutienne pour atteindre les objectifs fixés par le gouvernement. Nous allons suivre maintenant la cérémonie de remise de ce don important, donc je vous le disais, composé de 25 véhicules et d'effets militaires, 3000 uniformes, 1000 paires de Rangers, 1000 sacs à dos de la part du Royaume d'Arabie Saoudite au profit de la garde-côte djiboutienne. L'Arabie Saoudite, je vous rappelle, est un partenaire incontournable dans la formation des personnels compétents et qualifiés dont on a cruellement besoin. Cette institution, formation qui ont déjà profité à près de 40 des personnels des gardes-côtes djiboutiennes. En bref et sans image, avec cette information où le ministère de l'Énergie, chargé de ressources naturelles, porte à la connaissance du public que conformément à la loi numéro 33 et le décret d'application numéro 153 définissant les modalités d'octroi des licences de distribution des hydrocarbures, les sociétés distributrices, j'y arrive, des produits pétroliers n'ayant pas respecté donc les conditions ne verront pas leur licence renouvelée. Et au cours de l'année 2015, il a été constaté des infractions aux dispositions de la législation en vigueur auprès des sociétés Emir Oil et Djibouti Petroleum. Ainsi, à compter du 1er janvier 2016, les licences d'exploitation de ces sociétés susmentionnées seront annulées. Santé, cette fois, avec la distribution des médicaments dans les centres de santé du secteur de Balbala, le ministère de la Santé, à travers la direction des régions sanitaires, ainsi que la direction des médicaments et des pharmacies, a procédé aujourd'hui à la vérification de la distribution des dotations mensuelles des médicaments dans 5 centres de santé communautaires de Balbala, en présence des représentants de la société civile de chaque quartier. Et cette distribution de médicaments s'est faite en présence du nouveau directeur des régions sanitaires, Assoué Abdillahi Assoué, et du directeur des pharmacies et des médicaments, Salah Omar Abdallah, du directeur de la CAM centrale des médicaments, Hassan Abdelrahman, avec tous les médecins-chefs de chaque centre de santé de la commune de Balbala.
Et l'objectif de cette visite par les cadres du ministère de la Santé est de faire un suivi de la bonne utilisation et l'organisation des pharmacies communautaires qui se situent dans les centres de santé communautaires en matière de gestion des médicaments. Cela consiste également à mettre en place une coordination du niveau central avec les centres de santé et les communautés de chaque quartier qui doit être impliquée dans la gestion du centre à tous les niveaux. Chaque mois en termes de médicaments. Aujourd'hui, nous avons eu l'honneur de recevoir les nouveaux directeurs des régions sanitaires et de la direction des pharmacies et des médicaments. Tout s'est bien déroulé en présence du comité de santé. Et donc, comme d'habitude, il faudrait savoir que Balbala 2 reçoit beaucoup de patients. Nous avons une zone de desserte assez grande avec une population assez nombreuse. Pour cela, donc, les médicaments doivent être disponibles et dans toute mesure de sécurité, ne pas avoir de rupture. C'est dans cet objectif-là que nous avons reçu nos médicaments et nous sommes bien contents d'être toujours à jour. Toujours aux nouvelles du pays avec cette cérémonie de signature de convention de partenariat entre le Conseil national de la société civile et la commune de Boulaous s'est tenu aujourd'hui à la bibliothèque municipale. Cet événement a vu la participation du président de la commune de Boulaous et le président du Conseil national de la société civile ainsi que de nombreux responsables civils. Et cette convention vise à coordonner les efforts de la société civile et la commune afin de mieux collaborer. Cet engagement peut être nécessaire non seulement à la commune, au Conseil national, mais aussi aux acteurs de la ville qui peuvent avoir de partenaires concernant le secteur privé. Et cet atelier sur l'éducation environnementale destiné aux enseignants arabophones des écoles privées qui s'est ouvert aujourd'hui au Palais du Peuple. L'éducation environnementale est conçue comme un processus dans lequel les individus et les collectivités prennent conscience de leur environnement. En effet, donc, ils prennent conscience, vous l'avez dit, de la valeur, les connaissances, l'expérience, mais aussi la volonté qui leur permettront d'agir individuellement et collectivement pour vaincre le phénomène qui détruit l'environnement principale ressource de la vie. Le directeur de l'environnement, Abdelkader Ahmed Aouled, le conseiller technique du ministère de l'Environnement, des représentants du PERSGA ainsi que les enseignants des écoles arabophones étaient présents à cet atelier. L'atelier donc intervient suite à la logique du processus de sensibilisation et de formation des enseignants sur le concept de l'éducation environnementale et sur le contenu du kit scolaire de l'environnement marin de la mer Rouge et du golfe d'Aden. National, régional et international, pour garantir les besoins des générations actuelles et futures. À ce titre, la préservation et la protection de nos ressources environnementales passent nécessairement par l'éducation, la sensibilisation et la formation dont vous êtes responsables quotidiennement et les premiers acteurs concernés auprès des jeunes et des moins jeunes. Vous conviendrez aisément avec moi que les enseignants ont un rôle fondamental à jouer dans l'éducation environnementale, ce qui contribue réellement à la promotion de la protection de l'environnement et du développement durable au sein de notre société. Mesdames, Messieurs, chers participants, les progrès de l'économie, de la science et de la culture ne peuvent se poursuivre sans qu'ils soient tenus compte des conséquences de l'action humaine sur la nature. Et il est évident que la formation d'un comportement soigneux et attentif à l'égard de l'environnement, le développement des connaissances et des compétences indispensables à sa protection et à son amélioration doit faire partie intégrante du système général de l'éducation, d'enseignants et de formation. Autre atelier, cette fois un atelier de diffusion sur les valeurs et principes du Croissant Rouge djiboutien en présence du président du conseil régional d'Arta, Omar Jama Odoua, et le préfet adjoint de la région d'Arta, Mohamed Fouzi Ahmad. Les autorités locaux, donc des représentants de la société civile de la ville d'Arta et des membres de l'académie militaire d'Arta ont participé
tous à cet atelier. Objectif, consolider le lien entre le Croissant Rouge de Djibouti et les services déconcentrés de la région d'Arta afin de travailler ensemble dans la promotion de l'assistance et de la protection humanitaire par le biais de la branche régionale. Des volontaires qui ont participé à cet atelier de sensibilisation et d'information ont affirmé leur détermination à œuvrer volontairement au renforcement de la branche dans ses programmes d'action locale. Actualité à présent hors de nos frontières, au Yémen, où un cessez-le-feu doit entrer en vigueur à minuit avant l'ouverture des pourparlers de paix sous l'égide de l'ONU demain en Suisse. C'est ce qu'a annoncé Mohamed Abdelmalek, membre de la délégation gouvernementale aux négociations. Les éclairages de Chokri Moussa. Le cessez-le-feu sera en vigueur à partir de minuit. Nous espérons que les miliciens le respecteront cette fois, a déclaré M. Abdelmalek en référence aux rebelles chiites Houthi pro-iraniens, en guerre contre les forces loyales au président Abdurrabbo Mansour Hadi, soutenu notamment par l'Arabie Saoudite. Un responsable au cabinet présidentiel à Aden a confirmé la trêve. Le cessez-le-feu prendra effet aujourd'hui à minuit, conformément à l'accord convenu avec le médiateur de l'ONU, Ismail Oud Cheikh Ahmed, lors de sa dernière visite début décembre à Aden, capitale provisoire. La durée du cessez-le-feu devra être de 7 jours, éventuellement renouvelable, avait indiqué la présidence yéménite le 8 décembre dernier. Le Yémen est ravagé par une guerre qui a fait, selon l'ONU, plus de 5800 morts, dont près de la moitié des civils, depuis l'intervention fin mars d'une coalition arabe conduite par l'Arabie Saoudite, voisine du Yémen. Et cet attentat au Pakistan qui a fait une vingtaine de morts, selon les médias locaux, dans la ville de Paris-Chinar, toute proche de la frontière afghane. Une bombe cachée dans un sac a explosé dans un marché aux vêtements bondés dans cette ville peuplée par une importante communauté chiite. On voit le point de la situation avec ce commentaire de Choukr Moussa encore. Elle est la cible croissante d'attentats par des groupes sunnites extrémistes qui les accusent de corrompre l'islam. L'agence presse italienne ANSA affirme avoir reçu un communiqué de revendication du groupe armé anti-chiite, Lashkar-e-Jangvi, dont le chef a été tué en juillet dans une opération policière. Parachinar est situé dans une zone tribale semi-autonome, véritable repère pour les talibans afghans et pakistanais. 2 suspects auraient été arrêtés, mais les autorités ne l'ont pas confirmé. Plusieurs personnes auraient été piétinées lors de la bousculade qui a suivi l'explosion. Des dizaines de blessés ont été hospitalisés, certains sont dans un état critique. Il y aurait des enfants parmi les victimes. Fin de cette édition, merci à vous d'avoir suivi. Très bonne suite des programmes sur Télé Djibouti.